Conférence maçonnique par Hervé H. Lecoq. L'Union de 1813. C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube là? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois. Faut taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, moi j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9h. Et puis tu sais quoi, je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme, depuis la vidéo. Comme ça au moins, c'est réglé. Elle arrêtera de me demander le lien. Hé hé. Donc on passe de travail au rafraîchissement, je vais commencer. Lorsque nous parlons d'union de 1813, le terme union peut évoquer de la douceur, de la tendresse, comme dans l'union entre deux êtres humains qui s'aiment. Mais lorsque l'union des deux grandes loges se fait, ce n'est pas d'amour, de douceur dont on parle, non. On emploie en anglais le terme d'amalgamation, de fusion. Le passage d'un état solide à un état liquide et malléable par l'action de la chaleur. Après 60 ans d'invective, nous l'avons déjà développé dans la précédente intervention, décision est prise qu'il est temps de cesser de voir les différences pour évaluer les similarités. En 1809, la Grande Loge des Modernes forme alors ce qui se nomma la Loge de Promulgation, cela a été dit, pour revenir aux anciens landmarks et les promulguer aux frères. Parmi les membres de cette loge, il en est un que je vous demande de vous souvenir, il s'agit du duc de Sussex, maître de la loge Antiquity, sixième fils du roi George III, nous reparlerons de lui. Cette création de 1809 est à noter également, car même si historiquement les modernes sont plus anciens que les anciens avec un T, dans les années 1810, les modernes sont moins nombreux. Et pourtant, en 1811, on demande aux modernes où ils en sont de leurs recherches. Ils répondent aux anciens qu'ils étaient résolus à revenir aux anciens landmarks, mais uniquement quand ils auront acquis la certitude d'avoir trouvé ce qu'étaient ces anciens landmarks. Ce qui, en termes de politique maçonnique, signifie « laissez-nous tranquilles, on travaille ». Et du travail, il va y en avoir. Car même si les travaux de la loge de promulgation finissent en mars 1810, les deux grandes loges forment des comités pour négocier les termes d'un accord commun. Le seul problème, c'est que le comité des anciens n'avait qu'un pouvoir d'observation et ne s'engageait en rien sans l'aval de leur grande loge. Imaginez un groupe de travail où la moitié des frères sont obligés d'aller voir leur grand maître à chaque fois qu'une idée est proposée. Pas étonnant que le travail ait duré de si nombreuses années. Mais la persévérance paye, puisqu'en octobre 1812, de guerre lasse, les anciens donnent les pleins pouvoirs à leur comité et le travail sérieux commence. Peu de temps après, en janvier 1813, le grand maître des modernes se doit de démissionner et le duc de Sussex, souvenez-vous, le duc de Sussex, le remplace comme grand maître des modernes. L'unification est décidée, mais c'est un processus long qui débute quelques jours avant l'union. Plus précisément, le 25 novembre 1813, où sont validés les articles de l'accord par les grands maîtres et leur comité à Kensington Palace. Dans ces 21 articles, notons l'établissement d'une loge de réconciliation à vocation temporaire, afin de sceller l'accord de manière maçonnique. À savoir, de vives discussions, des coups d'éclat, mais un compte-rendu du secrétaire toujours dans la mesure. Je plaisante, mais même si l'accord est préparé, des modifications se font encore. Et c'est quelques jours plus tard, le 1er décembre, que l'union se fait. En effet, le duc d'Atholl cède la grande maîtrise des anciens au duc de Kent, frère aîné du duc de Sussex et père de la future reine Victoria. C'est compliqué, mais retenez juste que les deux grands maîtres sont frères et fils du roi. Et chacun ratifie l'union. 2 copies conformes de cet acte sont réalisées pour le show. Donc on peut voir ici une reproduction des originaux de ces articles d'union. Et on forme alors cette Lodge of Reconciliation où sont admis des passés-maîtres et des maîtres des deux camps. Je dis camp, et dont les travaux continueront jusqu'en 1816, notamment en raison de désaccords avec les grandes loges d'Irlande, d'Écosse, mais aussi avec l'indépendance des loges. Et nous voici donc le 27 décembre 1813, l'heure de la Saint-Jean d'hiver. L'erreur commune, c'est de croire que l'union se fait ce jour-là. Non, le 27 décembre, on célèbre l'union.
C'est un spectacle d'apparat. On dit même en Angleterre le Festival of St. John the Evangelist. C'est un festival. C'est d'ailleurs pour cela que nous voici réunis en ce début de mois de décembre, et non à sa fin. Car nous ne célébrons pas la célébration de l'union, ce qui serait ridicule. C'est l'union qui a eu lieu le 1er décembre que nous célébrons. Le 27 décembre, c'est véritablement un spectacle maçonnique qui se met en place. Imaginez la scène. Tous les dignitaires des deux grandes loges sont réunis dans deux pièces différentes. Chacun ouvre les travaux à son rite. Sur l'ordre de leur grand maître, ils se lèvent, partent en procession dans le temple principal. Ils sont 800. Ils se réunissent. Ils sont 800. Chaque grand maître porte un exemplaire richement décoré du livre de l'Union. Il n'y a qu'à déjà regarder les signatures de ces livres de l'Union pour déjà avoir tout le crédit qu'on apporte à ce genre de document. J'en reparlerai plus tard. Au nord et au sud, sur les premiers rangs, les maîtres s'assoient. C'est la règle du junior first. Puis, derrière eux, tous les surveillants, enfin, au fond, contre le mur, les passés-maîtres. Ce qui donne ceci, c'est le tableau de la loge qui s'est réunie, en fait, le jour du 27 décembre, qui va passer, avec l'aide également de notre frère premier diacre, qui fera passer de l'autre côté, j'en suis certain. De chaque côté, donc les voilà. De chaque côté, les grands officiers de chaque loge, et aux côtés du trône, les deux grands maîtres. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le plan, ici un trône, d'un côté un camp, de l'autre l'autre. Mais l'union des deux grandes loges ne s'arrête pas à une simple cérémonie. Ce travail de standardization of ritual procedures and regalia se traduit 3 ans plus tard, à l'issue de la fin des travaux de la loge de réconciliation, on est déjà en 1816, par la création d'une loge d'instruction. Car après être tombé d'accord sur ce qu'il était de bon ton de faire, il faut ensuite le transmettre. C'est la raison de la création de la loge d'instruction Stability en 1817, et qui donne vie à la Emulation Lodge of Improvement à partir de 1823, dont le rite émulation est un défi spirituel. Et ceci pour rassembler les loges. Pour résumer grossièrement, la Grande Loge unie d'Angleterre devient avec l'Union une sorte de fusion entre le rituel des anciens et la structure des modernes. Et parler d'union, c'est important, car ça fait plus de 60 ans qu'ils se tapent dessus. Obtenir un accord est un acte fondateur, certes, mais un acte d'humilité historique également. L'humilité, je pense que dans les questions, on y reviendra. D'ailleurs, les articles de l'Union sont tellement importants aux yeux des contemporains que durant des années, ils furent présentés à chaque grande loge dans un réceptacle lourdement brodé aux armes de cette nouvelle grande loge. Des armes qui avaient donc été décidées en 1813, mais qui ne seront officiellement adoptées qu'en 1919. Mais l'union, ce n'est pas qu'une question administrative. Ainsi, en 1814, le Board of Works, le bureau en charge de tout ce qui se fabrique à la Grande Loge unie d'Angleterre, notamment la construction du nouveau Freemasons Hall, parce que celui qui est à Londres n'est pas le premier en fait. Il y a eu des bâtiments successifs au fur et à mesure de l'agrandissement. Ce Board of Works introduit la standardisation des motifs, des décors et des bijoux, avec aucune modification possible, sans accord du grand maître. Ce qui sous-entend qu'avant, les bijoux étaient un petit peu à l'avenant de chaque loge. Alors, qu'est-ce qui change ? Dans les articles de l'Union, on affirme que la maçonnerie originelle consiste en 3 grades, ou degrees. Faites votre choix. Mais comme on est en anglais, après avoir dit qu'il n'y en a que 3, on précise que le grade de maître contient celui également de l'ordre suprême de l'Arc royal, que cet article n'est pas dans le but d'empêcher la tenue d'un quelconque degré des autres ordres chevaleresques, donc en gros on peut s'arranger. Les cérémonies se rapprochent de celles des anciens, le rituel proposé par la loge de réconciliation, celle commencée en 1809, revoit les obligations au premier, au deuxième grade, l'ouverture, fermeture, cérémonie et installation secrète du vénérable maître. On introduit aussi la fonction de diacre des anciens. On révise donc ce rituel de 1814 à 1816. L'arc royal ne sera fait que dans les années 1834-35. On le déchristianise pour faciliter l'initiation de non-chrétiens, car en reconnaissant toutes les religions, et pas une seule en particulier, la franc-maçonnerie de l'époque démontre déjà qu'elle ne se veut pas être une religion. Mais même si ce rituel, que l'on nomme désormais émulation, devient le standard, de nombreuses variations et interprétations apportent une richesse à cette maçonnerie anglo-saxonne.
richesse d'interprétation entretenue d'ailleurs par le fait que jusqu'en 1969, il est interdit aux membres de la Grande Loge d'Angleterre de faire imprimer le moindre rituel. Et l'union des loges n'est pas facile. On ne s'attend pas à ce que toutes suivent le rituel. Beaucoup ne le feront d'ailleurs pas, que ce soit en Angleterre, en Écosse ou en Irlande. Prenons ainsi l'exemple, en 1819, des loges du Lancashire qui furent suspendues car elles refusaient d'accepter les changements et elles se réunirent pour former ce qu'on a nommé la Grande Loge Wigan, jusqu'au milieu des années 1830 où, fatiguées de s'opposer, ces loges revinrent dans l'obéissance. Et c'est sur ce mot d'obéissance que, moi aussi je reviens à l'obéissance, ayant épuisé le temps que notre vénérable maître m'avait imparti, et je vous remercie.